Monsieur le Président Macky Sall, Président du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, Excellence, Monsieur Umaru Sissoco Embaló, Président de Guinée-Bissau, Excellence, Monsieur Louis Michel, Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur Moussa Faki Mohamed, Président de la Commission de l'Union européenne, Madame Parly, Ministre des Armées de France, Monsieur le Président de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs, chers invités à ce forum, chers participants, mon propos ne consistera pas dans un discours tel qu'attendu en pareille circonstance. J'ai décidé délibérément de me rendre le plus utile possible aux participants à ce forum en faisant part de mon analyse de l'insécurité qui prévaut dans certains pays du Sahel, dont le mien, pour que nos échanges s'enrichissent de mon expérience personnelle de ministre des Affaires étrangères de mon pays, impliqué justement dans les questions de sécurité, de ministre de l'Intérieur par la suite et de président de la République aujourd'hui. Le terrorisme à l'œuvre dans l'espace sahélien aujourd'hui se caractérise par des formes d'organisation qui s'apparentent singulièrement à celles observées dans les guérillas en Amérique latine au cours des années 1960-1970. Lorsque je lis les fiches de renseignements qui se rapportent au mode d'organisation de ce mouvement, j'y découvre une description de la réalité qui me rappelle mes lectures lorsque j'étais à l'université de Che Guevara et de Régis Debray de l'époque de son engagement latino-américain. Les bases terroristes sont en effet organisées sur le modèle des focaux tel que décrit par Régis Debray. Ce modèle, on s'en souvient, n'avait pas fait fortune dans les guerres de mouvement de libération nationale en Afrique, ni à l'occasion des guerres de guérilla tentées dans un certain nombre de pays africains, notamment le Cameroun, la RDC et même le Niger, vers 1964. Il est pour le moins étonnant que ce modèle de guerre réapparaisse 50 années plus tard et ait un succès technique sans commune mesure avec ce qui s'était passé à l'époque. Cela le d'autant plus que les organisations terroristes en question bénéficient d'un encadrement intellectuel de faible consistance. Tout le contraire, des expériences des années 60 où les mouvements révolutionnaires étaient animés par de vrais cadres politiques d'un niveau appréciable. Comment comprendre un tel phénomène? En quoi les deux contextes sont-ils dissemblables pour donner lieu à un tel décalage? Cette différence tient au fait que les avancées de la technologie permettent aujourd'hui aux groupes rebelles d'accéder à nombre de moyens qui, à l'époque, étaient l'apanage des forces étatiques. Il en est ainsi des moyens de communication, d'abord. Les groupes armés non étatiques utilisent en effet le téléphone mobile, GSM, les téléphones satellitaires et possèdent leurs propres fréquences talkie-walkie. Ils ont même à cet égard un certain avantage sur les armées qui est de pouvoir, et ça arrive très souvent, de détruire les antennes de téléphonie mobile partout où elles considèrent qu'elles sont gênantes pour leur action. Et pour cela, elles ne consultent pas les États. D'autre part, toutes les avancées de la science et de la technologie, les avancées dans le domaine de l'armement de base sont celles qui font l'objet de la plus large accessibilité. Cette vérité se vérifie d'autant plus dans le contexte actuel du Sahel, où les groupes criminels sont alimentés en armes à partir de la Libye,
À propos de la Libye, il faut à cet égard savoir deux choses. Ce pays était du temps du colonel Kadhafi une véritable poudrière. Les circonstances de la chute de son régime ont mis ces armes nombreuses à la portée de groupes criminels qui ont généré des réseaux de trafic par lesquels les pays sahéliens en furent littéralement inondés. En outre, la guerre entre les différentes factions en Libye, se disputant le pouvoir dans ce pays très convoité, a occasionné des interférences internationales qui ont mis en compétition des pays, parfois très riches, lesquels ont déversé des armes comme cela ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Ce trop plein d'armes a été canalisé vers le Sahel et sert depuis lors à alimenter les différents foyers terroristes ainsi que les nombreux groupes de bandits criminels opérant dans cette zone et en particulier au Nigeria. Le résultat est que jamais nulle part au monde des groupes rebelles n'ont pu avoir accès aux mêmes armes que les forces légales qu'elles combattent, comme cela est le cas aujourd'hui au Sahel. J'ai même la faiblesse de penser que pour certaines armes, la proportion chez les terroristes est supérieure à celle détenue par les forces régulières. C'est notamment le cas des lance-roquettes, RPG et des fusils mitrailleurs 80 qui sont les armes vedettes de cette guerre. Ce n'est vraiment pas, comme on peut le penser, la Kalachnikov qui est au cœur de cette guerre, mais ce sont ces armes-là dont je viens de parler. Le mouvement révolutionnaire des années 60 était connu par la pauvreté de leur armement et le déséquilibre caractéristique du rapport de force vis-à-vis des troupes régulières en la matière. A contrario, les groupes terroristes opérant actuellement au Sahel se distinguent par le caractère sophistiqué et la quantité remarquable de leurs armes ainsi que de leurs munitions acquis à des coûts très faibles à travers les réseaux de contrebande libyens. L'autre grande vedette de ces guerres, c'est la moto à deux roues. Elle est le principal facteur de l'avantage tactique que possèdent les groupes armés non étatiques, qui est leur extrême mobilité. C'est véritablement la moto qui confère son caractère asymétrique à cette guerre. Et quand on connaît par ailleurs les caractéristiques physiques du terrain sur lequel opèrent les terroristes, consistant notamment en l'absence de route et une certaine densité de la végétation des arbres par endroits, on comprend l'avantage qu'il y a d'utiliser ce moyen qui allie petite dimension, rapidité, rusticité et sobriété. En face, les forces régulières utilisent des moyens mécanisés très peu commodes, du fait notamment de leur lenteur et de leur lourdeur. Mesdames et messieurs, en plus des facteurs techniques qui leur sont favorables, les groupes terroristes ont pour eux l'avantage de la connaissance du terrain ainsi que leur mode de vie pastoral qui en fait des hommes rompus à la souffrance due aux privations et à la pénibilité de la vie au quotidien. Pour un berger, pour un jeune berger, passer de la marche à pied à la moto procure confort et prestige, exactement comme passer du bâton à la Kalachnikov. Les jeunes qui intègrent les groupes terroristes se sentent exaltés par les merveilles auxquelles ils accèdent, ce qui leur confère un sentiment de valorisation de soi fantasmatique. Les victoires plutôt faciles remportées contre les forces régulières
leur ont par ailleurs permis de prendre un ascendant psychologique sur ces dernières, confortant ainsi leurs préjugés ancestraux de pasteurs vis-à-vis des sédentaires. Outre les atouts que je viens d'énumérer, les mouvements terroristes sahéliens bénéficient de conditions d'accès à des ressources financières inédites pour une rébellion. Nulle part au monde, il n'y a eu autant de facilité d'accéder à des ressources financières. C'est paradoxal, le Sahel est une zone plutôt de pauvreté, mais sa rébellion est particulièrement riche. Le nord du Mali est depuis presque 2 décennies, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2 décennies que le nord du Mali est un espace de non-droit où se développait une économie criminelle autour notamment du trafic transsaharien de la drogue vers l'Europe et vers l'Asie. Et les organisations terroristes locales, succursales de Al-Qaïda et de Daesh, ont partie liée avec ce trafic qui leur procure de l'argent, tout comme les rançons faramineuses payées par certains pays pour libérer leurs citoyens retenus comme otages sont des sources importantes de financement de ce terrorisme. La présence, malheureusement pour nous, de gisements d'or nombreux dans la zone a favorisé des activités d'orpaillage sous leur contrôle, ce qui leur permet également d'accroître leur capacité financière. Mais en ce moment, une bonne partie de leur argent leur vient des extorsions, du vol à grande échelle de bétail et des taxes auxquelles ils soumettent systématiquement toutes les populations des vastes zones qu'ils parcourent sur leurs motos. Depuis la généralisation à grande échelle des taxes ainsi que du vol de bétail, les vocations se sont particulièrement développées et le nombre de jeunes pasteurs rejoignant les groupes terroristes ne fait que s'accroître. Un autre aspect très caractéristique de ce mouvement, tout à fait à l'opposé des expériences révolutionnaires des années 60, réside dans le fait que les chefs terroristes vivent en général dans leur propre terroir, pas très loin de leur famille. Ainsi, ils fréquentent quasi normalement leur famille et jouissent de tous les avantages qui découlent d'une telle situation. Le moindre d'entre eux n'est pas qu'ils puissent, au passage d'une opération militaire lourde, repérer de très loin, se déguiser en paisibles paysans. Mesdames et messieurs, je viens de dépeindre un tableau qui laisse voir les nombreux atouts qui sous-tendent la tendance à l'expansion du terrorisme au Sahel. Mais le phénomène, heureusement, ne comporte pas que des atouts. Il a aussi ses grandes faiblesses qui privent le projet de toute forme de viabilité à long terme. Son talon d'Achille réside dans son absence de projet de société, son faible encadrement politique et son incapacité subséquente à mettre sur pied la moindre forme d'administration pour contrôler la population et prétendre par conséquent à son soutien. Si au départ, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en occupant le nord du Mali à travers ses affidés locaux, prétendait vouloir instituer la charia, voire fonder un État islamique, c'était surtout parce qu'elle utilisait pour l'essentiel des cadres du Maghreb. Aujourd'hui que ces cadres ne sont plus là, sa rhétorique islamiste renvoie davantage à ses origines qu'à une éthique sous-tendant un vrai projet. À ce niveau, un distinguo mérite toutefois d'être établi entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, et d'une part, et l'EJS, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahara, d'autre part, qui sont les deux organisations qui se partagent cet espace des 3 frontières, comme on l'appelle communément. Le GESIM, affilié à Al-Qaïda, possède des cadres certainement radicalisés, en petit nombre, probablement,
et utilisent même à la base, les fiches de renseignement le révèlent, des jeunes dont beaucoup ont fréquenté les écoles coraniques traditionnelles. Ils ont toujours à peu près le même profil et le même parcours à cet égard. Au sein de ce mouvement, la rhétorique islamiste est plus prégnante, se traduisant sur le terrain par l'organisation de prêches, la manifestation d'actes de prosélytisme relativement courants et une tendance à l'agression contre les symboles de l'État, en particulier les écoles et même de l'islam traditionnel. Par contre, rien de tout cela n'est noté à l'IGS, dont la base ainsi que l'encadrement sont composés de bergers qui n'ont jamais fréquenté les écoles coraniques et dont l'islamisation est des plus superficielle. Donc quand on parle de terrorisme islamiste, à certains égards, il y a peut-être même quelques abus dans les termes qu'on utilise. En vérité, dans la mesure où le terrorisme est devenu un moyen de gagner son pain, il a attiré à lui tous les bandits vivant des trafics transfrontaliers divers qui ont traditionnellement écumé cet espace, c'est-à-dire les braconniers, le coupeur de route, les trafiquants de carburant, le trafiquant de tramadol, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre consiste dans un mélange de stratégies diverses dont le lien réside, du moins au Niger, au nord du Mali et à l'est du Burkina Faso, qui sont les régions, l'objet un peu de mes observations que je suis en train de faire. Au-delà des slogans, ce sont des stratégies, je disais, qui, au-delà des slogans, traduisent tout simplement une violence cupide qui impose une chape de plomb oppressive contre les populations. Celles-ci sont spoliées de leur bétail, assujetties à des taxes exorbitantes au nom de la zakat et tenues en respect par une terreur effroyable. Cela est une conséquence d'un phénomène concomitant de djihadisation des bandits dont je parlais et de banditisation des djihad. Mesdames et messieurs, à l'évidence, ce que je viens de décrire indique très clairement que nous sommes loin des mouvements rebelles des années 60 et de leur mot d'ordre exigeant des révolutionnaires d'être dans les communautés comme un poisson dans l'eau. Ici, les terroristes vivent non pas au sein, mais à côté de communautés et à leurs dépens, imposant leur soumission par la violence. Ces mouvements n'ont pas vocation à construire quelques projets. Ils n'envisagent rien d'autre que la rapine dont ils vivent à l'instant, l'instant étant leur seule temporalité. Cependant, ne nous méprenons pas. Si le terrorisme sahélien se réclamant de l'islamisme n'est porteur d'aucun vrai projet à caractère politique, ces agissements violents ont en revanche des effets politiques réels et même disproportionnés. En effet, la pression exercée sur les populations à travers les tueries à caractère ethnique et les rackets donnent lieu à des situations de désolation relayées par les réseaux sociaux qui créent à leur tour une psychose particulièrement traumatisante. Cette psychose affecte dangereusement le moral de tout le pays et crée un besoin de sécurité marqué au coin de l'impatience. Cela débouche sur un sentiment délétère exacerbé par les réseaux sociaux et exploité de façon opportuniste par les partis politiques d'opposition et une certaine société civile. C'était, on s'en souvient, les déboires de l'armée dans le nord du Mali en 2012 et l'angoisse qui s'était emparée des populations qui avaient délégitimé le régime du président ATT au Mali et conduit à sa chute au cours du mois de mars de cette année-là. De même, si en août 2020, la coalition M5-RFP a pu mobiliser de foules nombreuses et provoquer la chute du président Ibeka, cela était dû davantage
au traumatisme généré par l'insécurité qu'aux accusations de mauvaise gouvernance portées contre lui. Mesdames et messieurs, comme nous pouvons le constater, les organisations terroristes opérant dans le Sahel, animées par des bergers incultes, opérant sans aucun projet politique, ont tout de même pu réussir à diviser localement les communautés ethniques entre elles, les exposant à des risques de guerre civile, décrédibiliser les États auprès de leur opinion en semant le doute sur leur capacité à assurer leur sécurité et favoriser une campagne de dénigrement à l'encontre de leurs alliés internationaux dans le combat commun contre le terrorisme. S'il suffit en effet que 4 bandits sur 2 motos massacrent des dizaines, voire des centaines de personnes habitant un village très isolé pour provoquer un choc national, la porte est dès lors grande ouverte aux théories du complot les plus délirantes dont le destin n'est en l'espèce que le symptôme de l'état de démoralisation des sociétés victimes de ces fléaux. En conclusion, un tel contexte est gros de tous les dangers et les États sahéliens se doivent de mettre sur pied une stratégie militaire adaptée aux défis consistant dans le recours à des techniques et des moyens de nature à rendre la guerre la moins asymétrique possible. C'est ce que nous nous efforçons de faire aujourd'hui au Niger. Ils ont par ailleurs besoin, et c'est important, d'un soutien plus adapté de leurs partenaires axés sur le renseignement, l'appui aérien et le renforcement des capacités de leurs armées. À propos de renseignement, justement, la grande erreur des partenaires est leur faible implication dans le combat contre le trafic des armes en provenance de Libye, qui est pourtant le paramètre le plus important dans la prévenance de ce terrorisme. Les pays du Sahel, et le président Macky Sall en a parlé tout à l'heure, ont enfin besoin de ressources financières exceptionnelles, dont l'accès commande une dérogation aux règles de financement traditionnelles consacrées par les institutions financières internationales, faute de quoi leur action sera insuffisante. Voilà, mesdames et messieurs, un retour d'expérience que j'ai voulu profiter de ce forum pour vous en rendre compte. Merci beaucoup.